bonjour et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous parle d'écologie intégrale et des défis d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode à Lourdes, à la Cité Saint-Pierre, sur les personnes exilées. Un sujet brûlant qui fait régulièrement la une de l'actualité en raison de la crise migratoire. Mais au-delà des débats de fond, nous allons essayer d'adopter ensemble un autre regard sur ces personnes. Comment oser la rencontre avec celui qui n'a pas ma culture, pas ma langue, celui qui est confronté à une précarité particulière après avoir dû fuir son pays. Ce migrant, cet étranger, peut-il être un chemin vers le Christ pour moi? Nous en parlons tout de suite avec Thierry Deslauriers et Marcel Raymond. Marcel Raymond est prêtre jésuite depuis 40 ans et docteur en sciences mathématiques. Il dirige actuellement le CERAS, le Centre de recherche et d'action sociale, une association jésuite qui propose des formations et des revues sur les questions de société. Marcel Raymond souhaite porter la voix des plus pauvres dans l'espace public et politique. Thierry Deslauriers est depuis 13 ans le directeur général de l'association aux captifs La Libération, qui rencontre et accompagne les personnes à la rue et les personnes prostituées. Ancien ingénieur, Thierry a décidé de mettre ses compétences au service du monde associatif, animé d'un vrai désir d'être l'ami des pauvres. Bonjour Marcel. Bonjour Claire. Bonjour Thierry. Bonjour Claire. Merci d'être là. On va s'installer? Avec joie, on y va. C'est parti. Marcel, Thierry, merci d'être ici. Le pape François s'est rendu à Marseille en septembre dernier et il a, je cite, pointé du doigt les tragédies des naufrages des migrants qui sont provoqués selon lui par le fanatisme de l'indifférence. Comment est-ce que vous avez reçu à ce moment-là ces paroles, Marcel? Moi, j'ai été très enthousiaste que le pape vienne à Marseille et qu'il puisse mettre un peu les pieds dans le plat. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui osent encore parler comme lui. Voilà. Et donc, ça m'a réjoui de pouvoir pointer du doigt vraiment le drame des personnes et de pouvoir redire ce qui est assez simple, de dire la mort d'un enfant, la mort d'un innocent ou la mort d'un migrant, il ne faut pas l'accepter. Et l'indifférence, ça devient quand même quelque chose qui petit à petit peut monter. Donc voilà, moi j'étais vraiment très content et je soutiens le pape, mais c'est normal, disons. On pouvait assez facilement parier sur le fait qu'il allait tenir ses propos et puis avec fermeté comme on le connaît. Et en même temps, à ce même moment-là, il y avait eu l'arrivée sur un week-end de 7000 migrants à Lampedusa. Et j'avais trouvé ça complètement glaçant d'imaginer qu'il y a des gens qui là sortent de la mer et on refuse de leur tendre la main et on leur dit restez dans la mer. Et Dieu merci, il y a le pape qui montre qu'il y a une autre voie que celle-là. Voilà, le débat est fortement posé là. Mais quand il y a une personne qui est dans la détresse, il n'y a pas de débat, il faut aller l'accueillir. Marcel, qui sont exactement les migrants qui arrivent en France aujourd'hui et plus largement en Europe? D'où viennent-ils en fait? Peut-être clarifier aussi migrants, réfugiés. Donc, les réfugiés, c'est ceux qui demandent l'asile pour une raison de persécution, de danger de vie ou de mort dans leur pays s'ils retournaient. Et ils dépendent de ce qu'on appelle la Convention de Genève, que la France a signée. Et donc, dans les réfugiés, on a évidemment des pays en guerre comme la Syrie, l'Afghanistan, le Pakistan. Il y a eu l'Ukraine, voilà. Et puis, vous avez alors la grande catégorie des migrants, dont on parlera, qui, eux, viennent et qui demandent de pouvoir vivre. Tu nous parles de tous ces cas différents, toutes ces réalités. Je propose qu'on aille faire la rencontre de Ahmad. Il vient d'Afghanistan, qu'il a fui en 2021 après des études de pharmacie. Il a traversé de nombreux pays avant d'arriver en France. Il vit aujourd'hui dans le Limousin et Ahmad a accepté de nous raconter son périple. Regardez ce reportage de Marine Belmont. Ça vient d'Afghanistan en fait. C'est ma maman qui fait ça pour moi. Et tout le temps, je prends un bisou de ça parce que je trouve pas ma maman ici. Et ça sera comme un rêve qu'un jour je vois ma maman en face et je mets ma tête sur sa genou. Ça sera comme un rêve pour nous. C'était début de 2018. Quand j'ai quitté Afghanistan et j'ai commencé mon chemin pour venir arriver en Europe. C'était un moment vraiment très difficile avec les passeports. Souvent, on n'a jamais trouvé de repas, d'alimentation pour manger. C'était très difficile. Même
Les habits, tout ça, c'était difficile de trouver. Quand je suis arrivé à Limoges, pour moi, c'était difficile comment de trouver un accueil de demandeur d'asile, comment je pouvais faire mon demande d'asile. J'ai dérangé vraiment plusieurs fois mon assistant social. J'étais tout le temps tout seul dans une chambre individuelle et de regarder le mur et de regarder le toit. C'était difficile pour moi. Je pensais que je sortais d'une prison et je suis rentré dans d'autres prisons. Un demandeur d'asile, certes, c'est un migrant, c'est un exilé qui est en fuite et qui a besoin de retrouver un refuge dans lequel il va pouvoir se reconstruire, retrouver la confiance en lui qui va pouvoir lui permettre d'aller encore plus loin que ce qu'il aurait espéré. Les demandeurs d'asile ne sont pas des exilés comme les autres. Les demandeurs d'asile sont des personnes qui sont fragiles. Ce sont des personnes qui ont un vécu difficile. La violence, la torture, la prison, la famine. Les personnes ont besoin de se reconstruire. Et elles ne vont pas se reconstruire toutes seules. Elles ont besoin de repères, elles ont besoin de professionnels, elles ont besoin de bénévoles, elles ont besoin de gens bienveillants qui cherchent la rencontre et la co-construction. Celui qui aide est aidé lui-même. Thierry, dans l'association Captifs la Libération que tu diriges, vous faites des maraudes, vous rencontrez dans la rue ces personnes migrantes. Est-ce qu'ils vous racontent leurs épreuves? Tous ne le racontent pas, parce que c'est toujours un récit qui est rempli d'émotions. On imagine, ouais. Et donc, c'est souvent raconté dans la confidentialité d'un entretien avec le référent social. Et les récits sont toujours des récits qui sont assez effrayants, avec des moments où les personnes peuvent être amenées à se prostituer pour payer un voyage, des conditions de voyage qui sont inimaginables, et on s'aperçoit qu'il faut une grande force, avec un certain nombre de personnes qui, dans le désert, meurent de soif ou meurent d'épuisement. Des passages dans la Méditerranée où beaucoup sont surpris d'être sur un bateau, un Zodiac, là, qui c'est un bateau d'air, ça les trouble beaucoup, c'est-à-dire fragile, quoi. Oui. Et où on est 60 sur un petit Zodiac, avec chacun un pain et une bouteille d'eau, et puis quand il y en a un qui meurt, on le jette par-dessus la mer, et puis par-dessus le bord, et puis on garde une bouteille, on partage la fin de son eau et de son pain. C'est un parcours très difficile, on imagine très dangereux. Est-ce qu'ils sont très marqués quand vous les voyez dans la rue? Est-ce qu'ils ont vécu des traumatismes Moi, je pense que le traumatisme principal qu'ils vivent dans la rue, c'est qu'ils sont venus avec un rêve d'un Eldorado. Oui. Et puis, ils arrivent, et non, c'est pas l'Eldorado auquel ils rêvaient. Ils rêvaient d'avoir une situation où ils pouvaient envoyer beaucoup d'euros dans leur famille. Alors, soit ils sont sous une exploitation et donc ils gagnent de l'argent, mais ils en ont très peu pour eux. Soit ils ne sont pas dans une exploitation, mais ils sont obligés de se débrouiller. Ils peuvent de temps en temps mettre un peu d'euros de côté et envoyer un mandat de 50 euros. Ce que tu disais par rapport au traumatisme de ne pas atterrir là où ils espéraient. Une rencontre qui m'a beaucoup marqué à Malte. J'ai rencontré une dame qui venait d'Afrique centrale, qui avait traversé tout avec son petit enfant, qui était décédé dans la traversée, qui était mort pendant la traversée de la Méditerranée. Et quand elle est arrivée à Malte, elle était enfermée dans ce camp. Elle est devenue quasi folle, et quand je l'ai rencontrée, elle me disait mais Dieu m'a abandonné. Donc voilà. Donc il y a un traumatisme, un espoir qui est énorme et qui grandit plus on s'approche de l'Europe, avec toutes les. On se dit enfin on va arriver, on ouvre la dernière porte et il n'y a rien. Peut-être un chiffre pour se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, on estime qu'il y a 281 millions de migrants aujourd'hui à travers le monde. Alors parmi eux, des hommes, des femmes, des enfants et certains qui tentent de traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Vous en avez probablement souvent entendu parler, dans des conditions particulièrement dangereuses. Je vous propose d'écouter Joanna Williams, qui est la directrice du Kino Border Initiative, un projet qui aide plus de 400 migrants chaque jour qui sont bloqués à la frontière américano-mexicaine. The Kino
Border Initiative, we work with two primary groups of immigrants. Some of them have tried to cross into the U.S. And have spent in the desert, trying to get into the country, and they're detained and deported back to Nogales. And then we have another group of people, and this is the majority right now, who have fled violence, who have been forcibly displaced from their home communities, whether that's in southern Mexico or in Venezuela or somewhere else. And they've come up to the border trying to seek protection from the United States, but they're stranded right now in northern Mexico. I think, unfortunately, in the U.S., there has been growing sentiment against asylum seekers. So a growing misconception that people are making up their cases or they're taking advantage of the system. And that's been very difficult because it's made it easier for the U.S. government to pass restrictive and harmful policies that make life more difficult for people in Nogales. And in this community of Nogales, Mexico, which is where we're located, there's some people who are incredibly generous and welcoming, who volunteer with us, who are really committed to the well-being of migrants. But there's also a lot of people in the community who are indifferent or question why people are migrating. There's a perception, especially against those people who are from southern Mexico, where they say, well, Mexico is a place of opportunity. They could get a job here. The people in Nogales don't really understand the deep reasons that people have to flee and the violence that they're facing. So there's also a rejection at times from the local community. On l'entend dans ce que dit Johanna, les réactions des personnes qui habitent à la frontière auprès de ces personnes migrantes sont très variées. Certains accueillent largement, certains sont très hostiles ou méfiants. Comment ça se passe en France? Comment est perçu le migrant aujourd'hui, Marcel? La grande majorité des catholiques ne sont pas anti-migrants ou 100% pro-migrants. Les extrêmes sont assez peu nombreux en termes de pourcentage, mais on les entend beaucoup. Mais la plupart sont dans ce qu'on appelle la majorité silencieuse, le ventre mou, disons, parce qu'en fait, il y a deux dynamiques qui s'entrecroisent. Il y a celle de vouloir aider son prochain, c'est quelque chose qui est dans notre ADN et de notre foi chrétienne, et donc l'accueil de l'autre. Et puis, il y a la peur de l'autre, parce que l'autre fait peur. Il est important que l'Église, le pape, mais aussi les paroisses, les accompagnateurs aident à dépasser les peurs pour pouvoir entrer dans l'accueil. Mais ça ne se fait pas tout seul, ça ne se fait pas facilement. En fait, ce que tu dis, c'est très intéressant. Parce qu'il se trouve que par ailleurs, je suis aussi administrateur de l'association du Rocher qui travaille dans les cités. Et qu'est-ce qu'on voit dans les Rochers? C'est qu'en fait, il y a des habitants qui viennent dans les animations du Rocher, mais qui disent « mais moi, je ne connais pas le reste de la cité, j'ai peur du reste de la cité ». Et une femme que je rencontrais là, dans un de ces accueils me disait « mais… » Moi, j'ai découvert que ma cousine habitait dans la même cité que moi. Alors, ça fait 5 ans qu'on était ensemble dans la cité et on ne s'était jamais vus parce qu'on a peur les uns des autres. On reste enfermés dans nos appartements. Et Dieu merci, il y a le Rocher qui nous permet de nous rencontrer. On voit la crise migratoire est une réalité pour nous en Europe qui peut être anxiogène pour beaucoup de personnes dans l'Église et en dehors de l'Église. Et puis l'injonction évangélique chrétienne pour le coup à accueillir l'étranger peut aussi sembler complètement irréelle à certains chrétiens aujourd'hui. Alors quels sont les enjeux à oser cette rencontre? On y réfléchit tout de suite ensemble avec Marcel Thierry. Marcel, on va essayer de comprendre avec toi comment se passe l'accueil et la prise en charge des personnes migrantes aujourd'hui. Mais déjà, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que la France aujourd'hui est toujours considérée comme une terre d'accueil? C'est vrai que la France est la première terre d'accueil, ou une des toutes premières, et elle a une très longue tradition de terre d'asile, entre autres. Et on peut penser… Moi qui suis belge, le nombre de Belges qu'elle a accueillis pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les Espagnols, les Chiliens, enfin, on pourrait citer des tonnes de nombreuses nationalités qui sont venues se réfugier en France. Récemment, alors je dis dans les 10 dernières années, les 15 dernières années, les migrants ne cherchent pas à rester en France. Quand on fait des enquêtes, c'est principalement l'Allemagne qui, en 15 ans, a multiplié par 2,5 fois son attractivité, 250% plus. Le Royaume-Uni, tout le monde veut aller au Royaume-Uni pour retrouver sa famille, en particulier à Calais, ils sont bloqués. Et la France reste en 5e position, mais sans
augmenter son attractivité. Tu parlais tout à l'heure d'une étude qui revenait sur la perception qu'ont les catholiques des personnes migrantes. Je pense que tu fais référence à l'étude de l'Institut More in Common, qui est sortie, je crois, en 2018. Donc cette étude pointait vraiment du doigt le discours que certains catholiques peuvent avoir sur ces questions migratoires. Elle montrait notamment un chiffre intéressant que, en fait, les catholiques sont majoritairement pour l'accueil des personnes migrantes et que la minorité qui est réfractaire à l'accueil est en fait une minorité qui fait beaucoup de bruit, qui prend beaucoup de place dans l'espace public, médiatique. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre quel est ce discours chez ces catholiques en particulier? Comment on peut y répondre? Alors la question des catholiques qui sont contre la migration, qui vont par exemple s'opposer à ce que le pape a dit à Marseille en disant on ne peut pas accueillir tout le monde, alors que le pape n'a jamais dit ça. Il a dit accueillez votre prochain. C'est pas la même chose. Le prochain, c'est pas tout le monde, c'est celui qui est proche. Donc mais voilà, qui est proche en France, c'est la Méditerranée. Puis il a surtout, et il insiste chaque fois, mais c'est pas entendu, il a dit il faudrait que les riches donnent un peu de leur richesse à des pays du Sud pour que les gens au Sud ne partent pas. Donc tout ce qui est l'aspect d'action au développement. Pourquoi est-ce qu'il y a une vraie urgence de la part des chrétiens à changer de regard sur les personnes migrantes? Et aussi, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, toi qui les côtoies, qui les connais aussi, en quoi est-ce que les personnes migrantes peuvent nous dire quelque chose sur notre propre foi? Tout à l'heure, Marcel parlait d'une femme qui se révoltait contre Dieu. Moi, je pense à une autre femme qui, elle, est évangélique et qui a fait un parcours, et elle nous raconte son parcours, et on lui dit « Et t'en veux pas à Dieu ?» Elle dit « Non, j'ai pris une mauvaise décision au départ, mais Dieu a toujours été là, à côté de moi. » En fait, elle considère que si elle n'est pas morte comme d'autres sur son parcours, elle a été protégée. Moi, une deuxième chose que beaucoup m'apprennent, c'est leur résilience. Quand on voit Ahmed tout à l'heure, et il est passé par des parcours pas possibles, et il est là, debout, prêt à l'espérance. Et moi, je rencontre beaucoup de migrants qui disent « Mais j'ai envie de travailler. Et pourquoi vous ne m'autorisez pas à travailler ?» Et ça, c'est un droit humain fondamental, c'est de pouvoir travailler, même pour les sans-papiers. C'est une question de dignité humaine. C'est une question de dignité humaine. Jean-Paul II, dans la Bohème Exercens, nous avait dit très clairement, voilà, par le travail, l'homme devient plus homme. Le travail et la contribution au parachèvement de la création, c'est vraiment une chose qu'on doit permettre à tous. Et malheureusement, notre loi en France aujourd'hui ne le permet pas. Tu as publié en 2023 un livre qui s'appelle « À charité les mains nues ». Tu parles dans ce livre d'une spiritualité de la rencontre. Est-ce que tu crois qu'on ne s'est plus rencontrés aujourd'hui? Dieu merci, on sait encore se rencontrer. Il y a des gens qui le savent. Par contre, peut-être qu'il y a une individualisation de la société et un repli d'un certain nombre de personnes. En fait, il s'agit d'apprendre à rencontrer comme Dieu nous rencontre. La première clé que je développe, c'est l'expérience qu'on a à l'association de Captifs la Libération, c'est la rencontre à main nue, donc sans rien. Mais comme Dieu envoie Jésus, fragile, Marie, enceinte, sans avoir connu d'homme, elle pouvait être lapidée. Jésus, nouveau-né, il y a les massacres des saints innocents, il aurait pu passer à la trappe aussi. Et puis, plus tard, même pendant sa prédication, il va à Nazareth, il va voir ses amis du village, et on veut le précipiter du haut de la colline. Et puis j'avance, et puis finalement, il finit par mourir sur la croix. Et il est complètement vulnérable. Et même ressuscité, il se laisse toucher par Thomas, et il montre sa vulnérabilité jusqu'au bout. Et l'enjeu, la rencontre, c'est aussi ça, accepter d'être vulnérable vis-à-vis de l'autre. Et on est sur ces questions beaucoup plus fort collectivement que seul. On en parle tout de suite. Alors, comment répondre à cet idéal évangélique d'accueillir l'étranger et d'écouter leur voix? Certains le vivent très concrètement aujourd'hui en France. C'est le cas de l'association La Terre en Partage. Ces demandeurs d'asile attendent de longs mois, mais, pense l'association, ils peuvent aussi enrichir le territoire dans lequel ils sont envoyés. Donc, je vous propose de retrouver Ahmad qu'on a vu en début d'épisode. Il est accompagné par l'association et pour lui, c'est une expérience très enrichissante. Écoutez-le.
À la Terre en partage, on prépare l'avenir. On prépare l'aspect professionnel, on travaille au quotidien sur le logement autonome. On accueille 18 demandeurs d'asile, âgés de 18 à 35 ans, moyenne d'âge 25 ans. Depuis qu'on a ouvert il y a 5 ans, on a accueilli 52 personnes. Leur travail, si vous le voyez, la façon dont ils vivent professionnellement. Par exemple, leur goût pour manger, leur goût pour les loisirs. Ils viennent le temps de leur procédure et pour que ce temps ne soit pas vide et destructeur, ils apprennent le français, les codes socioculturels et aussi des techniques de maraîchage biologique. Préparer l'avenir, c'est ne pas se sentir seul. Tout faire pour ne pas se sentir seul en tant que réfugié, une fois le statut de réfugié obtenu. Ne pas se sentir seul, c'est avoir des amis, avoir compris la géographie locale pour pouvoir se repérer et avoir appris le maximum de choses pour être autonome. La terre en partage, c'est le paradis pour moi. On a toutes les possibilités ici. Vraiment, j'ai compris le vrai sens de solidarité. On vit ensemble à la terre en partage. Il y a 18 personnes de 18 différents pays, de différentes religions, de différentes situations. Et quand même, on vit ensemble et on est très contents et on est comme une grande famille. La terre en partage, ça nous donne confiance. Et l'espérance est une force et la confiance est un talisman. Tout est possible avec la confiance. Tout est possible avec la confiance, c'est ce que nous dit Ahmed. Marcel, qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Pourquoi ça marche pour toi? Mais parce que les ingrédients qui y sont, c'est des ingrédients, je dirais, de bon sens. Ces ingrédients naturels, c'est la confiance, c'est la dignité respectée, c'est le temps long qui est permis à l'intégration. On voudrait que les migrants qui arrivent ou les réfugiés, du jour au lendemain, s'intègrent tout de suite. Un être humain, c'est un être vivant, c'est comme une plante. Si elle est sous la grêle tout le temps, ben elle meurt. Il faut absolument à un moment donné avoir des tuteurs, mais aussi, il faut lui laisser le temps de prendre son envol, son épanouissement. On le voit avec Boris dans le reportage, il y a beaucoup de personnes qui s'engagent en France pour essayer d'améliorer l'accueil des personnes migrantes. Je vous propose d'écouter Christian et son épouse Florence qui ont fondé le groupe Raphaël à Marseille pour aider les migrants qui arrivent dans cette ville. Et puis Étienne, un jeune Lyonnais qui a choisi de passer ses vacances avec des migrants. Ce très jeune Africain qui nous commande une pièce, il pourrait être notre fils, contraint à l'exil dans un pays dont il ne maîtrise ni la langue ni la coutume. Alors, qu'aimerions-nous que les autres fassent pour lui dans de telles circonstances? C'est l'interrogation qui nous a amenés à créer le groupe Raphaël. Nous y proposons aux jeunes migrants un accompagnement personnalisé, en plus de ce qui lui est fourni par les instances publiques. Chaque accompagnant marche aux côtés de son frère en humanité. Il est à l'écoute, il l'aide dans son parcours scolaire, il valorise chacun de ses petits progrès. Et le miracle se produit. Le jeune reprend confiance en lui et dans les autres. Et nous, cela nous rend heureux. J'avais envie de rencontrer des jeunes migrants qui habitent dans ma ville. Et donc, j'ai participé cet été à une semaine de vacances avec à la fois des Français et puis des jeunes qui viennent du monde entier à l'éco-centre spirituel du Châtelard. Et nous avons partagé des moments conviviaux et nous nous sommes mis au service du Châtelard pour créer un parcours dans la forêt du Châtelard, un parcours de marche. Voilà, donc ce que je retiens de cette semaine, c'est surtout que chacun a été accueilli inconditionnellement, chacun a été écouté. Et pour moi, ça m'a fait beaucoup de bien de savoir qu'en France, on puisse avoir des lieux comme ça où les migrants et les jeunes Français peuvent se rencontrer et partager des amitiés. Marcel, toi tu es prêtre, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui voudraient oser cette rencontre? Premier conseil, c'est de ne pas avoir peur de nommer ses propres peurs. Je me souviens d'une histoire, vraiment une expérience personnelle que j'ai vécue où je me retrouvais sur ce qu'on appelait à Bruxelles la place du marché, c'est-à-dire ce sont tous des migrants illégaux qui sont là et j'avais peur d'être là. Et donc, j'ai dit à Thierry, qui était un autre jésuite, dit, écoute, moi, je n'arrive pas, mais j'aimerais bien aller là. Il m'a dit, écoute, viens, je vais avec toi. Et donc, oser parler, oser mettre des mots. Et donc, à deux, pendant 2-3 jours, on était à deux. Et puis,
Lui, il est allé dans son lieu et moi, je suis resté là. C'est ça qui est important, c'est d'oser dire ses peurs, oser de les confier à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'à deux, on peut plus facilement, après, on va trouver les moyens, on va trouver les manières. Mais c'est souvent une question de premier pas. Merci beaucoup Thierry, Marcel d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Merci à vous d'avoir été avec nous pour cet épisode et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si'.